Au sud du Massif central, dans l'Aveyron, se dresse le fameux plateau du Larzac. À bord de cet autogire, Gaël Glandière, un enfant du pays, réalise un repérage pour recenser le patrimoine de sa région. Il est aidé de Gilbert Sinaud, le pilote. Alors Gaël, au niveau du cap, on est bon là, hein? Voilà, on est bien dans l'axe, là c'est nickel. Le Larzac est l'un des hauts lieux templiers de France. Partout, des villages fortifiés témoignent de cette histoire. Comme Sainte-Eulalie de Cernon. C'est le fief de Gaël et de sa famille depuis des générations. Ah voilà donc, on survole le village de Sainte-Eulalie de Cernon. Alors c'est une des 5 cités templières et hospitalières. Et les Templiers se sont installés là au milieu du XIIe siècle. C'est ici que les moines soldats ont établi leur siège sur le Larzac, la commanderie. On voit très bien là, le quadrilatère là, derrière l'église, à droite de l'église, qui était donc la commanderie. Après, le village a été ceint de murailles au XVe siècle. Alors là, on a vraiment une commanderie la mieux préservée de France, hein, c'est clair. Partout sur le plateau, les initiatives se multiplient pour faire revivre ces villages templiers. Comme ici, à la Couvertoirade. Une magnifique cité médiévale qui a conservé intacts ses remparts et son chemin de ronde. Un peu plus à l'ouest, le Viala du Pas de Jaux et son joyau, une tour du XVe siècle. On l'appelle le phare du Larzac. Voilà, donc avec les 5 cités templières, on a un ensemble architectural le plus préservé en Europe, le mieux sauvegardé. Il y a 2 lavognes là, de part et d'autre de cette ferme. On peut pointer vers là-bas, hein, se diriger vers là-bas. Les lavognes, ce sont ces mares aménagées pour recueillir la pluie et abreuver les troupeaux. Ce territoire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est préservé par le Conservatoire du Larzac templier et hospitalier, dont Gaël est un bénévole. On essaie justement de pouvoir les détecter par le ciel, parce que c'est vrai que sur terre et au sol, c'est pas toujours évident. Hein. Elle est magnifique. Elle est superbe. On va pouvoir virer à gauche. Ouais. On va monter un petit peu. Ouais, on va monter un petit peu, ouais. Ok, au niveau hauteur, est-ce qu'on est bon là? Au niveau hauteur, c'est nickel. Ouais. Une autre singularité, ce sont les dolines, ces parcelles dont la terre est particulièrement fertile. Ces dolines qui étaient cultivées par les premiers agriculteurs et qui finalement, aujourd'hui, conservent toutes leurs fonctions. Hein. Ils sont toujours d'actualité. Ah ouais. Les pratiques sont toujours les mêmes. Hein. Et cela dure depuis 5000 ans. À 40 ans, Gaël vit à Alès, où il est enseignant. Mais il passe tous ses week-ends à Sainte-Eulalie de Cernon, dont il est conseiller municipal. Depuis l'enfance, il parcourt ses ruelles et en connaît par cœur ses trésors cachés, comme dans cette maison du XVIIe siècle. Elle a été entièrement restaurée et au dernier étage a été conservé un vestige unique.
Alors, on arrive sur un des endroits les plus exceptionnels de Sainte-Eulalie. Remarquablement conservé, c'est l'unique lieu où le chemin de ronde est encore intact. Voilà, donc le chemin de ronde de cette enceinte du XVe siècle qui entourait l'ensemble du village. Ce rempart il a été construit dans une période d'insécurité. On était un petit peu dans la guerre de 100 ans, hein, ça correspond à peu près à cette période. Mais c'est surtout le brigandage dans le Larzac qui poussait donc tous les villages à établir donc, des fortifications pour pouvoir être à l'abri donc dans les villages par rapport aux troupes de brigands qui pouvaient semer la terreur sur le plateau. Gaël s'investit pour faire vivre Sainte-Eulalie et réinstaller de jeunes artisans. Ce matin, il a rendez-vous avec Johan Lemire, le forgeron du village. Bonjour Johan, ça va? Ça va. Johan a repris la forge il y a 7 ans, grâce à l'aide de la commune. Donc là, je casse les arêtes, maintenant. Depuis, il fait de la coutellerie d'art et de la ferronnerie. Ici, on est dans une forge qui n'a pas bougé depuis pratiquement 2 siècles. C'était important de conserver l'outil pour pouvoir installer un forgeron. C'est aussi une priorité de pouvoir faire travailler les artisans du village, qui puissent participer à la rénovation, s'approprier en fin de compte le patrimoine, notre patrimoine. Et puis voilà, c'est fait main, voilà, c'est de très haute qualité. Johan termine la réplique d'un lustre médiéval. C'est parti. Commandé par l'architecte des bâtiments de France, il est destiné à la commanderie, ce monument qui se dresse au cœur du village depuis 9 siècles. Gaël et Johan vont le poser dans les anciens appartements du commandeur. On a le portrait du dernier commandeur hospitalier et on lui ramène un lustre. Voilà, vous avez vu, monsieur? Allez, La situation finale, là. comme ça. Gaël est chargé par la commune de suivre les travaux de restauration. Depuis les années 70, les habitants et la mairie se mobilisent pour sauver ce patrimoine. Ici, on est dans les appartements du commandeur. Alors, ce sont les dernières acquisitions de la municipalité qui, depuis 40 ans, progressivement, au gré des ventes, s'efforce de réunir l'ensemble de ce patrimoine qui a été, après la Révolution, vendu aux enchères, donc est revenu à des privés. Bon, après, il faudra nettoyer un peu, tu vois. Nettoyer, ouais. On fera un peu la poussière. Bon, ben voilà. Hein. Non, c'est bien. Hein. Ah oui, oui. De faire une création et de dire que voilà, ça c'est la mienne, ça sera pas celle de quelqu'un d'autre, et qu'elle soit posée ici, c'est super. Non, c'est bien. Je suis content. Non, c'est... parce qu'il y a eu énormément de travail, ça paraît pas comme ça. Mais tous les coups de marteau qu'il y a eu dessus, je les ai pas comptés, mais si je les aurais comptés, il y en aurait eu quelques milliers, donc c'est bien, c'est super. Ouais. La commanderie a été construite au XIIe siècle par les chevaliers de l'ordre du Temple. Elle tenait à la fois du monastère et de la ferme agricole. À l'époque des croisades, les Templiers se battent pour défendre le tombeau du Christ à Jérusalem. En France, ils jouissent d'un immense prestige. Les dons de terre se multiplient alors pour financer leur bataille en Terre Sainte. Depuis Sainte-Eulalie, pendant plus de 2 siècles, les moines soldats vont régner sur l'ensemble du Larzac. Cette église a été finalement la première donation aux Templiers au milieu du XIIe siècle. Voilà, donc à partir de là, les Templiers prennent possession de l'église, du petit habitat qui est tout autour de l'église, et vont gérer le foncier qui accompagne cette donation. Au premier étage de la commanderie, la salle des fresques, où un décor étonnant a été mis au jour. Ces peintures murales du XVIIe siècle représentent les vertus de la foi chrétienne. Un trésor sauvé grâce aux habitants du village qui se sont cotisés pour racheter cet endroit. Parmi eux, le grand-père de Gaël.
C'est une initiative qui a débuté il y a 40 ans. On s'en sent aujourd'hui un petit peu les héritiers. C'est notre devoir de poursuivre ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, il y a une quarantaine d'années. Nous sommes samedi soir. Sur la place du village, Gaël rejoint Julien Viala, son cousin. Il y a 7 ans, Julien a repris le café de Sainte-Eulalie et se bat pour le faire vivre. Bon, alors, tu réussis là pour l'animation? Ouais, c'est assez sympa pour le mois de septembre, le temps est à peu près clément. Ouais. Un village vivant grâce aux jeunes, attachés comme les anciens à leurs racines. Je côtoie beaucoup de jeunes qui sont vraiment attachés à Sainte-Eulalie. Et tous les week-ends, ils travaillent sur Toulouse, sur Montpellier. Dès qu'ils peuvent revenir le week-end sur Sainte-Eulalie, ils le font, quoi. Alors ça, c'est vrai, c'est un peu la magie à Sainte-Eulalie. On est la génération où nos parents, nos grands-parents, dans les années 50, ont dû quitter la terre à Sainte-Eulalie. Alors, pour eux, ça a été un déchirement. Ils sont partis travailler à Paris, à Toulouse, à Montpellier, parce qu'ici, c'était l'exode rural, il n'y avait plus de travail. Voilà. Mais ils ont gardé un lien fort avec leur terre, avec leur village, ce qui fait qu'ils ont transmis ce lien de génération en génération. Quelques jours plus tard, Gaël a rassemblé une équipe de volontaires pour débroussailler un sentier de randonnée autour du village. Allez. Ce matin, il s'attaque à une ancienne doline pour lui redonner sa forme initiale. Attention Francis, chaud devant. Sous les broussailles se trouvait il y a seulement 60 ans un champ cultivé. Pendant des millénaires, les bergers venaient aussi faire brouter leurs brebis. Alors là, on va dégager, on arrive presque à la caselle. Gaël essaye de retrouver un abri utilisé jusque dans les années 50. Donc là, elle est relativement bien conservée. Donc voilà la caselle. Donc c'est un abri de berger. Alors on ne pouvait pas y mettre trop de monde, hein, une place. Donc abri en pierre sèche, construit dans le muret, et qui permettait aux bergers de se protéger de la pluie, des intempéries, de l'orage, qui peut être relativement violent sur le Causse. Il y a un siège et on peut s'y mettre et attendre l'orage. Voilà. Quand j'avais 10 ans, finalement, ces éléments-là, c'était un petit peu désuet, quoi, hein, pour la génération d'agriculteurs de l'époque. Voilà, c'était les éléments du passé, bon, c'était embroussaillé. Voilà, c'était has-been, quoi. Et puis finalement, on se rend compte que ces éléments-là, les gens sont attachés à ces éléments-là. Et on a une recrudescence de cet intérêt pour ces petits éléments du patrimoine bâti qui ont été un peu laissés pour compte depuis 40 ans, 50 ans. Laurence Frick travaille pour le conservatoire du Larzac. Elle est venue prêter main forte aux habitants de Sainte-Eulalie. C'est émouvant de la voir renaître depuis toutes ces années. Et en même temps, je me dis que la tâche est grande et qu'il va falloir beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté pour arriver à préserver ce patrimoine. À quelques kilomètres, un autre joyau du patrimoine des Causses, le village de la Couvertoirade. Bâtie sur un rocher, cette petite cité était une dépendance de la commanderie. Au pied de ses remparts, la Lavogne la plus célèbre du Larzac.
À l'époque des croisades, les chevaliers de l'ordre du Temple sont des pionniers de l'organisation du territoire. Pour regrouper les paysans, ils créent tout autour de Sainte-Eulalie des villages, comme la Couvertoirade. Tous les dimanches, pendant une partie de l'année, le four à pain du XIVe siècle revit grâce à des bénévoles. Parmi eux, Georges Guichard, boulanger à la retraite, fabrique le pain à l'ancienne. Du pain, des pizzas, des... Farine de blé, molle de pierre avec un levain naturel. Comme il y a 40 ans. On va démarrer avec un four vraiment très chaud. Henri Hucheda, l'ancien potier de la Couvertoirade, a racheté ce four dans les années 70 et a lui-même restauré les voûtes typiques du Larzac templier. C'est une activité qui est tout à fait dans l'esprit de ce village, qui se veut être un village vivant. Hein. Ce n'est pas seulement un monument. Hein. Tiens, Laurence, comment vas-tu? Laurence Frick habite à Millau, mais elle est une fidèle de l'endroit. Voilà. Ça sent bon aujourd'hui. Hein. Ben oui, Bonjour. mais tu arrives un peu tard. Hein. C'est vrai? Ah oui, parce qu'il ne reste plus grand-chose. On a eu une journée du diable. Bon, Pain de campagne, alors? pain de campagne. Voilà, celui-là, Allez. il te plaît? Parfait. Très Toujours bien. parfait. C'est un endroit que j'apprécie et que j'apprécie aussi beaucoup en hiver, parce que quand je viens avec les petits qui fait très froid, Henri est souvent Oui, là. en début de saison, oui. Voilà, oui, pour... voilà. Il réchauffe son four, il réchauffe Le les monde. cœurs, l'ambiance, L'atmosphère. tout à la couverture, l'atmosphère, donc voilà. La préoccupation principale des Templiers qui ont bâti la Couvertoirade était de conserver l'eau, si rare sur le plateau. Laurence connaît bien les techniques des bâtisseurs pour recueillir cette denrée rare. L'ensemble de l'eau qui ruisselait au sol était récolté par un système de rigole qui alimentait une mare intérieure. Et également, l'eau était récupérée, l'eau des toitures était également récupérée par un système dont vous voyez quelques vestiges ici, en observant ces corbeaux. Et sur chacun de ces corbeaux donc, reposaient des chenaux qui étaient soit en pierre, soit en bois, et qui permettaient de récolter l'eau qui tombait sur les toitures. Au-dessus du four à pain, Laurence nous guide vers un lieu interdit au public, la citerne des Conques. Au fond de ce puits, de l'eau potable que les religieux partageaient avec les voyageurs grâce à un système original. C'est ce qu'on appelle le don de l'eau. Voilà, qui est ici. Donc une fois qu'on avait puisé l'eau dans le puits ici, en fait, il reversait l'eau par cet évier et l'eau était transmise à l'extérieur des remparts dans un autre évier. On pense que ce système était aménagé effectivement pour les personnes dont on pouvait peut-être se méfier, mais aussi surtout pour les personnes porteuses de maladies. Il y a eu plusieurs épidémies de peste qui se sont succédées et donc on faisait œuvre de charité en leur offrant de l'eau sans pour autant donc risquer de contaminer l'intérieur du village. Après avoir régné sur le Larzac pendant 2 siècles, les Templiers, devenus trop puissants, connaissent une fin tragique. Au début du XIVe siècle, Philippe le Bel les fait arrêter et brûler pour hérésie. Les hospitaliers prennent leur suite sur le plateau. Ces religieux qui soignent les pèlerins en route vers Jérusalem deviennent les nouveaux maîtres du Larzac. Ils créent une autre dépendance de la commanderie, le Viala du Pas de Jaux, où Laurence a rendez-vous aujourd'hui. Le logis seigneurial est en restauration depuis 30 ans. Au sommet d'une des tours, Jean Vernet et son fils perpétuent une tradition du Causse. Ils refont ce toit en lauze. C'est la lauze supérieure qui avec son poids, qui a les rangées inférieures et son ajustement latéral. Et puis un calage très rigoureux, par exemple comme là. On doit la caler avec des chutes de lauze. On n'a rien inventé, on peut dire, on continue que le même principe. Et c'est l'intérêt
de ce métier de travail qui est entièrement manuel, puisqu'on ne travaille qu'avec des marteaux. Et on en est fiers. Juste en dessous, au premier étage de l'ancien logis, une autre équipe est en train de rouvrir une porte qui date du XIVe siècle. Voilà, le logis est bien avancé déjà. Ah oui. Donc là, tu vois, on a une très belle porte. Laurence vient faire le point sur les travaux en cours. Et donc, c'est des portes qui ont été murées au moment de la Révolution. Là, déjà, vous avez découvert tout ce qui reste, là, toute l'arcature. Voilà, donc déjà, tout ça, c'est des choses de moins à remonter. Moi, je suis très content. Donc, on arrive à retrouver tous ces vestiges. Ce n'était pas gagné d'avance, parce que très souvent, les pierres avaient été démontées, avaient été enlevées. Là, on s'aperçoit en démurant qu'on retrouve encore le principal de la porte et qu'on va donc pouvoir la reconstruire comme elle était à l'origine. Grâce à des bénévoles, comme Michel Simonin, et au Conservatoire du Larzac, les principaux sites templiers et hospitaliers du plateau sont en passe d'être sauvés. Les liens historiques qui unifiaient les villages réapparaissent. C'est toujours émouvant de voir que les restaurations progressent et puis petit à petit, on arrive à avoir un aperçu de l'homogénéité qui pouvait être celle de l'ensemble de ces sites, de l'ensemble. Donc la commanderie est à nouveau restituée en fait, ce que pouvait représenter une commanderie avec ses membres, avec ses paysages. Sur le toit, il est temps de poser la dernière pierre, l'épi de fêtage. Une candelose de fêtage. Voilà. Qui donne l'esthétique. Bon, on applaudit alors. Bravo. Oui. Le toit est terminé. Après beaucoup d'efforts. Voilà. Voilà, quelque chose de terminé. Qui est bien en place. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Laurence. Ce matin, elle emmène une amie sur le vélorail du Larzac. Une activité insolite qui a redonné vie à cette ancienne voie de chemin de fer. Pas trop vite? Non, cool là. Super, il y a un peu de soleil, ça fait du bien. Hop. Allez, allez, on y va, allez. Un petit sprint. Regarde là, superbe. C'est une zone de Dolomites magnifique. Magnifique. On peut pédaler sur 12 km et passer 6 viaducs afin de profiter des paysages du Causse sous un angle inédit. C'est chouette, hein? On va passer sur le viaduc? Oui, on va passer dans le viaduc. Sur le viaduc? Regarde. Ah oui. Regarde comme c'est beau. Regarde comme on voit là-bas les Cernon, c'est magnifique. À l'origine de cette idée un peu folle, Jean-Paul Austruy. Cet enfant du pays a racheté la voie de chemin de fer il y a 12 ans. Voir ce patrimoine qui était en sursis de démontage ou tout simplement d'abandon, eh bien l'idée de l'exploiter de façon touristique au moyen de vélorail, aujourd'hui par le biais de train, eh bien, ça a permis de sauver ce patrimoine et surtout de le garder en bon état. Voilà. La ligne a été inaugurée en 1896, après 11 années de travaux gigantesques. Traversant le Larzac, elle faisait partie d'un grand projet de désenclavement de l'Aveyron. Fermée en 1954, elle a marqué l'histoire de la région. Voilà.
tout est bien en place, nos chevilles sont bien posées. Eh bien, il suffit d'y aller. Voilà, tout va bien. Sale les mains. Ce matin, Jean-Paul vérifie l'un des viaducs. Il traque les fissures et la végétation qui menacent la solidité de l'édifice. Construit il y a plus d'une centaine d'années, ces ouvrages d'art témoignent d'un savoir-faire unique. Ce qui est agréable, c'est de sentir l'écho de la voûte. Et puis on a toujours plaisir à côtoyer le viaduc. Si on regarde l'alignement des pierres, à l'époque où ça a été fait, c'est vraiment belle performance. Tout est ajusté au millimètre près. Les pierres sont particulièrement bien agencées. C'est assez émouvant de voir une pensée envers ce qui était là avant moi. Les jouets sont propres. C'est parfait. Jean-Paul a d'autres projets pour sa ligne de chemin de fer. Il restaure actuellement cette ancienne gare et espère bientôt réaliser son rêve. Pourquoi pas faire rouler un jour une locomotive à vapeur? C'est en fait un petit peu le but que je poursuis. Et aujourd'hui, on fabrique le nid, on est en train de faire l'enveloppe. Et un jour, je pense qu'on finira par faire venir l'oiseau. Au cœur de l'été, il est 6 heures du matin et la brume se lève sur le plateau. Chantal Alvernias et son compagnon viennent chercher leurs brebis. Militante sur le Larzac depuis les années 80, Chantal se bat pour une agriculture différente. L'été, elle reste toute la nuit dehors, on va les chercher au matin. On traite et on ressort après la traite. Doucement. Elle s'occupe d'un troupeau de 230 bêtes. Ici, on préfère la qualité à la quantité. Issue d'une famille d'éleveurs, Chantal défend une certaine vision de ce métier. Éleveur, c'est un mot particulier et c'est un métier particulier. C'est-à-dire que nos bêtes ne sont pas des numéros de la marchandise. On les accompagne toute leur vie et puis on s'en soucie tout le temps. C'est un peu une vie en commun avec les bêtes. C'est vrai qu'on n'est pas... Dès qu'il y a quelque chose sur le troupeau, enfin moi, ça m'affecte particulièrement. Allez-y les filles. Chantal décide de s'installer sur le Larzac à l'âge de 20 ans. Venue de la région lyonnaise, elle arrive ici en 1980, dans le sillage d'une des batailles politiques les plus emblématiques des années 70. La lutte contre l'extension d'un camp militaire. Pendant 10 ans, le plateau vit au rythme des manifestations en faveur des paysans menacés d'expropriation. Les défenseurs de la cause des brebis vont même jusqu'à Paris, sous la Tour Eiffel, pour sensibiliser l'opinion publique. Là, c'est bien. En 1981, la gauche arrive au pouvoir et renonce au projet. Plus de 6000 hectares de terre sont disponibles. Une aubaine pour les militants, comme Chantal, qui veulent s'établir sur le plateau. Les terres que vous voyez, en gros, tout ce que vous voyez d'ici, était inclus dans le projet d'extension du camp militaire du Larzac dans les années 70. Les paysans ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas de racheter ce patrimoine foncier. Ça nous intéresse par contre de le gérer, et de le gérer collectivement, c'est-à-dire ensemble. Ce système de gestion agricole, unique en France, rassemble une trentaine de fermes. Chantal s'est vue attribuer une jasse, une longue bergerie typique du Larzac,
avec sa voûte en forme d'arc brisé. Celle-ci date du XVIe siècle. C'est l'une des rares encore intactes sur le plateau. Les autres ont été détruites au profit de bâtiments plus fonctionnels. On pensait que ces bâtiments-là en valaient la peine et qu'il aurait été dommage de les abandonner pour construire quelque chose alors qu'on pouvait améliorer et les valoriser. Et économiquement, que c'était rentable. Donc on a joué le jeu de faire ça. Et je pense qu'on a réussi parce qu'on a vécu, on a eu nos enfants, on les a élevés ici avec le troupeau qu'on avait dans cette structure-là, qui nous a permis de garder, de ne pas abîmer l'architecture du village. Moi, chaque année à l'agnolage, j'entends les agneaux là-dedans et je me dis, mon Dieu, il y a combien de temps que les agneaux bêlent dans ce bâtiment, quoi. Moi, j'ai toujours un pincement au cœur de dire, il vit toujours. « 30 ans après leur installation, ceux qu'on prenait pour des idéalistes ont transformé le destin du Larzac, voué à l'exode rural. Grâce à eux, les fermes traditionnelles du plateau sont toujours vivantes et la jeune génération a pris la relève. Chantal rend visite à Romain, son fils de 24 ans. Il faudrait que je change la prise. Il s'est installé il y a quelques années dans une ferme à côté de chez elle. Lui aussi revendique un attachement viscéral à ce territoire. Moi, je suis tombé dedans étant petit, donc c'est sûr que ça me paraissait naturel de rester là, puis je me vois pas ailleurs pour aller où. Non, enfin, c'est vrai que après, c'est l'amour du pays. Hein. C'est l'amour du pays. Il est rude, mais ouais. Moi, je me vois pas ailleurs. Et je me vois pas faire un autre métier non plus. Après 30 ans, on a quand même réussi ça. C'est globalement, on est toujours là. Et nos enfants restent, ou d'autres arrivent. Et c'est pas un pays qui est abandonné. Derrière la ferme de Romain, un autre joyau du patrimoine d'Écosse, l'abri troglodyte des Baumes. Un logement défensif construit dans la roche au XVIe siècle. Il permettait aux paysans de venir s'abriter en cas d'attaque. Comme la Jasse de Chantal, ce bâtiment était inclus dans le plan d'extension du camp militaire. Ici aurait dû s'élever un champ de tir. Romain et Chantal connaissent bien ce trésor épargné de justesse. Qui rentrait les bêtes en bas, et puis il y avait 2 étages avec des planchers intermédiaires. On voit encore les emplacements de poutres à ce niveau-là, à notre niveau là à peu près, et puis un autre là-haut, vous voyez encore des poutres. Donc il devait peut-être ranger des réserves au sommet, peut-être du fourrage, je ne sais pas, pour vraiment s'il devait rester longtemps enfermé. On marche dans les pas d'ancêtres qui ont travaillé ici, travaillé les terres qu'on en travaille maintenant, différemment, c'est sûr, mais l'idée est toujours là, hein. Faire manger les bêtes et après nourrir les hommes. Enfin, c'est toujours un peu le même. On est toujours dans la même veine. Hein. Avec les brebis, un autre animal participe au cycle de la vie sur l'Écosse. Le vautour, ce nettoyeur de la nature, avait entièrement disparu de la région en 1950. L'espèce principale, le vautour fauve, a été réintroduite il y a une trentaine d'années. Ce matin, Gaël accompagne Philippe Lécuyer de la Ligue pour la protection des oiseaux. Il est chargé du suivi de la colonie. Impeccable. Voilà. On y va? Allez, go. Ensemble, ils entament une collecte de carcasses de brebis. Avec les dons des éleveurs de la région,
qui n'ont pas le droit d'abandonner les carcasses dans la nature, l'association alimente un charnier pour les vautours. Voilà, c'est parti. À peine déposée, la carcasse est dévorée par une centaine de rapaces. Il reste que la cage thoracique. Voilà, donc vous avez vu l'efficacité. Hein. C'est-à-dire que dans la demi-heure qui suit, le plus gros est parti. C'est l'occasion pour Philippe d'étudier ces oiseaux d'un peu plus près. On profite de ce charnier et de la rapidité de venue des vautours pour lire un maximum de bagues, donc identifier des oiseaux. Là, tout de suite, là, je viens de lire la bague d'un oiseau espagnol. Il faut imaginer que l'Espagne, pour les vautours, en 2-3 jours de vol, ils y sont et encore. La Catalogne, ils peuvent y être peut-être dans la journée. Les distances ne sont pas les mêmes pour les vautours que pour nous. Philippe se rend maintenant avec Gaël dans les gorges de la Jonte, une rivière qui se jette dans le Tarn. C'est dans ce canyon vertigineux que nichent la plupart des vautours fauves de la région. En été, Philippe est chargé du suivi de la reproduction. Il surveille les petits encore au nid, incapables de se nourrir seuls. Et bien là, on a un jeune vautour de l'année. Il est en train de quémander, donc il se secoue comme ça les ailes en criant pour essayer de déclencher le processus de nourrissage par l'adulte. C'est un peu l'aboutissement de toute la saison de reproduction là, qui démarre en décembre avec les parades, les accouplements. Et c'est vrai que de voir ces jeunes vautours, voilà, c'est un peu la nouvelle génération qui arrive, la nouvelle cuvée, donc c'est émouvant. Les vautours, c'est toujours magnifique à voir voler. Hein. Quand ils passent tout doucement, là, assez près, qu'on entend le bruit de l'air dans les ailes, c'est toujours des moments assez magiques. Aujourd'hui, la réintroduction est un succès. 370 couples nichent dans ces falaises. Avec cette réintroduction, eh bien, ce paysage agropastoral, il n'est pas figé. Et finalement, cette réintroduction qui est positive, qui est réussie, elle rentre totalement dans l'interaction entre l'élevage, les hommes et les paysages. Et ce succès est prometteur. Il est prometteur. Depuis des millénaires, l'érosion a façonné le vaste Causse, fracturé et fissuré par les eaux de pluie. Un phénomène qui a sculpté dans le plateau calcaire d'étonnants paysages. Allez, on est parti dans le gouffre des enfers. Oui. Hein, c'est l'entrée proprement dite de la Canole. Alors, on sent vraiment la fraîcheur. Gaël visite avec Laurent Danneville, hydrogéologue, un site hors du commun. Les Canoles, une série de failles créées il y a plusieurs dizaines de millions d'années, lors de la formation des Pyrénées. Ici, en fait, on les appelle les canalettes. Il y en a plusieurs, 3 principales. Elles ont la même direction, nord-sud. Donc c'est des grandes fractures, assez élargies quand même, on peut passer, hein, qui sont sur une vingtaine de mètres et qui sont assez caractéristiques ici des reliefs uniformes.
Ça fait des sensations un peu spéciales parce qu'on a l'impression d'être un peu à l'étroit. On a l'impression que les parois vont bouger. Là, tu as bien 20 mètres de hauteur, là. Ouais, facile, ouais. Et tu vois la mousse sur les parois qui s'est bien développée. La végétation arrive à pousser sur des zones même très difficiles. Quelques kilomètres plus loin, un autre paysage, encore plus étonnant. Voici le mythique Rajal Del Gorb. Ce chaos rocheux s'est formé il y a des millions d'années. On arrive en haut des premiers chaos. Donc là, on va découvrir le Rajal. Hein. Voilà, on est dedans. Il y a de belles lumières ce soir. On va se diriger par là. Ah ouais. Et là en haut, on dirait un petit chameau. Ouais. Le fameux chameau. Ces sculptures naturelles résultent du travail de l'eau et du vent. T'as vu, là, on a... Une sorte de figure de Olympiade. Figure d'Olympiade. Elle est dans l'ombre, là-bas. C'est super joli, là. On a différents chaos. Pendant longtemps, ces étranges statues de pierre ont nourri l'imaginaire des habitants du Larzac. Il existe des contes du territoire qui retracent l'histoire de voyageurs qui, dans la brume, sur le Larzac, auraient fait de mauvaises rencontres, et notamment des magiciens, des sorciers, peut-être le diable, et qui les auraient pétrifiés. Voilà. Et on a ici une armée de voyageurs pétrifiés. Ça peut être assez fantomatique. Retour à Sainte-Eulalie de Cernon. On y va ? Au cœur de l'été, c'est la fête du village. Maquillée et costumée, Gaëlle a rejoint ses amis pour le branle-belle-buffette, un rituel aveyronais du XVe siècle qui ne se pratique plus que dans quelques villages. Alors là, ce sont des danses traditionnelles du sud d'Aveyron. Et là, c'était le brise-pied. Voilà, donc bon, ça se faisait avec des sabots, donc ça brisait les pieds lorsqu'on tape comme ça. Bon, maintenant qu'on n'a plus de sabots, finalement, on tape dans les mains, quoi, pour remplacer le bruit. Allez, on y va. Les mariés de l'année sont au centre de la fête. Vêtus de chemises de nuit, pour rappeler la nuit de noces, les danseurs leur souhaitent fertilité et prospérité. La fête se poursuit jusque tard dans la nuit et c'est un succès. C'est clair qu'on est là dans un village qui a subi depuis 30 ans de grandes transformations. On s'est appuyé génération après génération sur le patrimoine pour le valoriser et c'est source de développement. Grâce à ça, le café a été sauvé et de nouveaux couples viennent s'installer dans la commune. Et donc on est une commune qui, depuis 10 ans, augmente son effectif et sa démographie. C'est une commune vivante. Loin du Larzac, d'autres passionnés s'engagent pour faire revivre leur village. En Lorraine, au nord de Verdun, se trouve le village de Marville.
Cette perle de la Renaissance a conservé intactes les magnifiques demeures construites par les riches marchands de l'époque. Ces façades d'inspiration italienne témoignent de la splendeur passée de la cité, longtemps réputée pour sa foire commerciale. Depuis une vingtaine d'années, des propriétaires rénovent ces demeures et font revivre le village. Rendez-vous chez l'un de ces passionnés. Philippe Loust est né à Marville. Il a acheté cette maison sur un coup de cœur. En 18 ans de travaux, il a mis au jour des trésors inestimables, comme ici, dans la cuisine de la famille. Notre premier boulot, ça a été de rendre le volume total à la pièce, et ce qui nous a permis de faire de curieuses et de belles découvertes, comme ce petit accroupi, qui, comme ça, nous montre l'anatomie d'une personne. Visiblement, l'architecte de l'époque, ou le tailleur de pierre en tout cas, avait beaucoup d'humour. Et c'est vrai que dans ces bâtisses, on retrouve toujours ce genre de petits grotesques. Et c'est ce qui apporte du piment à la restauration. Derrière le placard de la cuisine, il découvre un escalier à vis entièrement en pierre. Et dans une des pièces de la maison, cette ancienne chapelle. Mais c'est dans le salon qu'il a eu son véritable coup de cœur. On est arrivé là et on a trouvé cette colonne un dimanche soir entre 16h et 18h. Et elle s'est offerte à nous et c'était réellement émouvant. Je crois que c'est l'élément le plus... Enfin, ce qui nous a vraiment le plus émus. Et Philippe n'est pas le seul à restaurer sa maison. Beaucoup d'autres sont en chantier. Au bout de la rue principale, l'hôtel des Gremont, l'une des plus belles demeures de Marville. Bon, chacun son petit seau. Ça fait 3 fois qu'on a arrosé. Donc ça devrait aller. Adelin, tu peux y aller là. Vas-y. Sophie Neve est belge. Elle habite ici à l'année avec son mari et ses enfants qui lui donnent un coup de main pendant les mois d'été. Mais là ou pas? Tiens. Au début, on chauffait juste au bois, dans des poêles qui chauffaient 3 pièces. Voilà. Les hivers étaient rudes alors. Oui, les hivers étaient très rudes. Parce que notre salle de bain n'était pas prête non plus, donc de prendre des bains quasi froids avec un chauffe-eau mal réglé. Enfin bon. C'était pas les plus agréables. Mais ça va. Enfin, ça va. Bon, il arrive là. Et ici, c'est trop dur. Hein. Ça ne va pas. Malgré l'ampleur des travaux, Adelin n'est pas découragé. On espère qu'un jour, elle sera tout à fait relevée et qu'on aura réussi à vraiment tout finir. Mais bon, ça, je crois que ça va être dans longtemps parce qu'il reste énormément de travail. Sophie! Oui! Comme le veut la coutume à Marville, les chantiers sont des véritables lieux d'échange. Je peux te piquer une pierre sur ton tas? Ouais, je t'amène. Ce sera ça contre une porte. Moi, il me manque des portes. Pas de souci. C'est un peu cher payé, mais bon, écoute, j'ai pas le choix. Voilà, Tu verras, tu en auras grand bonheur de cette pierre. Donc je te pique celle-là. Ouais, je t'en prie. Et puis voilà. Pour fédérer toutes les énergies, Philippe et ses amis ont fondé il y a 11 ans une association des amoureux du patrimoine de Marville. Un moyen de s'entraider au quotidien. Sophie en profite pour montrer à Philippe sa dernière trouvaille. Voilà, le plus vieux bâti. Et là, c'est la preuve que c'est un bâti d'avant le XVIIe siècle. Donc des madriers, des pierres. C'est une isolation parfaite. Donc j'imagine qu'avant que vous arriviez, c'était ouvert là, parce qu'il y a même des nids d'hirondelles. La maison recèle des trésors, comme dans cette pièce encore recouverte de ses boiseries d'origine. Elle date du XVIIIe siècle. La plupart des maisons, elles se font voler les cheminées ou les portes, tout le mobilier en fait. Ici, il y avait encore. Pas partout, mais quand même, dans la majorité des pièces, il y avait tout. Donc ça, c'est fantastique. C'est vrai que quand on rentre là-dedans, c'est des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs, quoi. Voilà. C'est ça qui est intéressant.
C'est des livres, quoi. C'est des livres qu'on ouvre, qu'on restaure, etc., qui nous parlent d'époques, de vraies époques, quoi, qu'on apprend à l'école, et là, on le voit de visu. Construit en 1550, l'hôtel d'Aigremont a été remanié au XVIIIe siècle. Mais il a gardé un peu partout des traces de son architecture Renaissance, comme ce patio avec son ancienne loggia ouverte sur la cour. Au premier étage, Sophie veut montrer à Philippe le prochain chantier de la famille. On s'était dit que l'alcôve était un prétexte à faire une salle de bain. Voilà. Les travaux qui restent à faire risquent de durer plusieurs années. Et ici, les gens sont horrifiés, ils disent mais ça n'avance pas et puis ça n'a pas l'air très confortable. Mais bon, avec les enfants, avec toute cette assoce, on fait des merveilles, hein, on s'auto-encourage, c'est parfait. Et puis on a plus de ressources qu'on ne pense. Il n'y a pas 36 solutions. Une fois par an, les membres de l'association créée par Philippe se retrouvent pour nettoyer l'ancien lavoir du village. On l'a pas vu cette année, il n'est pas venu. Le dernier propriétaire leur a offert le bâtiment il y a 10 ans. Le curage se fait avec les outils qu'on a amenés, c'est-à-dire la pioche, le râteau, et puis le nettoyage avec tous les balais, etc. Le nettoyage du lavoir, c'est surtout un moment de convivialité. Petits et grands, tous participent au lessivage avec enthousiasme. La boue, elle va se soulever, puis l'eau, elle va aller dans le trou. Alors, la boue va partir. Et nous, notre tâche, c'est de nettoyer le fond. J'ai rien compris, moi. Je crois que c'est une histoire de patience. Mais c'est pas difficile. C'est un lieu social extrêmement important, le lavoir. Comme le marché, comme le four banal. Voilà, donc ce sont des lieux essentiels à la vie d'une communauté. Donc c'est plus important qu'un château. Un château, ça appartient à un gugus. Le lavoir, c'est à tout le monde. Rénové au début du 19e siècle, ce lavoir était particulièrement moderne pour son époque. Chaque famille pouvait laver son linge dans un bac séparé grâce à un astucieux système de rigole. Pionnière en la matière, toute la Meuse connaît au XIXe siècle une campagne de construction de lavoirs. Les architectes rivalisent d'ingéniosité pour faciliter le travail des lavandières et répondre aux exigences nouvelles d'hygiène publique. Marville, Fox Hotel Uniforme décollant, piste 30. Ce matin, Philippe a loué un avion pour prendre des photos de sa petite cité vue du ciel. Des photos qui serviront à illustrer un livre sur les richesses de Marville. On va sur Marville ? Voilà, le village de Marville. Donc ce qui serait bien, c'est si on pouvait faire le tour pour que je puisse prendre quelques clichés. Philippe a convié son ami Jean Chevalier, un autre passionné du patrimoine. Regarde ça, comme c'est beau. Et hop, là je fais la photo. Ça c'est super, oui. Superbe. L'avion se dirige maintenant vers le site le plus remarquable de la région. On voit la citadelle sur la droite. Ah ouais. Regarde ça, comme c'est beau. La citadelle de Montmédy est un chef-d'œuvre de l'architecture militaire du XVIe siècle. Ce qui est formidable sur Montmédy, c'est que finalement, elle a des proportions qui font qu'on peut la voir vraiment dans sa totalité, hein. Jean se bat depuis plusieurs années pour faire revivre la citadelle. C'est la première fois qu'il peut l'admirer sous cet angle. Franchement, je suis émerveillé, quoi. Parce que, autant, vu du sol, on sait qu'on habite dans une belle région, mais dès qu'on décolle comme ça, là, franchement, je pense que ça fait pareil pour Philippe. On est maintenant convaincu d'être dans une très, très, très belle région.
Depuis une vingtaine d'années, la ville haute est en pleine renaissance. Premier chantier entrepris par la mairie, dégager les fortifications envahies par les broussailles. Tous les ans, Roland Tutet et son équipe nettoient et restaurent les 3 km de remparts à la main. Je vais mettre en place ma corde pour pouvoir aller travailler dans le mur. Alors le travail va consister à enlever la végétation qui pousse dedans. C'est quelque chose qu'on fait tous les ans. Donc on enlève les herbacées mais sans insister, à peu près les 90%. Et puis surtout on traque les ligneux, c'est-à-dire les arbustes, les arbres, les lierres, de façon à ce qu'ils ne se développent pas. C'est ça qui ruine énormément le mur. Attention à la corde. Roland, alpiniste savoyard, est spécialisé dans les travaux de grande hauteur. Grâce à lui, la forteresse a retrouvé sa physionomie d'origine. En 93, on ne la voyait pas. On ne savait pas qu'il y avait une citadelle. On parlait de la ville haute, bon d'accord, la ville haute parce qu'elle était sur une éminence, mais on ne voyait pas de rempart. Ce mur-là, si ma mémoire est bonne, c'était couvert de lierre. Alors les lierres pouvaient faire jusqu'à 2 mètres d'épaisseur, donc évidemment que là on ne voit plus rien. On a la satisfaction de voir qu'on participe à l'entretien d'un monument qui est vaste. Dans son genre, c'est sans doute un des plus grands d'Europe, une des plus grandes places fortes, fortifiées, d'un seul tenant avec tous ces grands remparts. Et on sait qu'on y est pour quelque chose, même si on n'est pas tout seul à intervenir sur le site, bien sûr. Comme toutes les zones frontières, Montmédy a connu d'intenses combats pour son contrôle. Elle devient française au XVIIe siècle, après un siège de plus de 2 mois. Louis XIV, en personne, vient assister à la victoire de ses troupes contre les armées espagnoles. Aujourd'hui encore, Montmédy est l'une des rares citadelles à héberger à l'intérieur de ses remparts un vrai village. Avec sa petite place et son église, le bourg compte environ 80 habitants, qui n'hésitent pas à se mobiliser pour animer la belle endormie. Et les idées ne manquent pas. Plusieurs fois par an, ils organisent une visite au flambeau des souterrains de la place forte. On a beaucoup de chance ici à Montmédy parce qu'il y a vraiment une atmosphère particulière avec des gens que l'on connaît. C'est vraiment une famille avec 80 habitants. Et nous, aujourd'hui, on a habité un petit peu ceux qui participent avec Citanime aux grandes aventures, aux grands événements dans l'année. Ce qu'on vous propose, c'est déjà de faire un tour sur les remparts et on redescend vers les poudrières ensuite. Voilà. On y va. Ça fume partout. Ça fume. Les habitants de Montmédy ont invité leurs voisins des villages environnants, curieux de pénétrer les entrailles de la forteresse. Des souterrains qui ont été créés en partie après la guerre de 1870 pour mieux résister aux nouvelles armes de guerre, les obus. Donc imaginez partout des caisses de munitions. Ici, vous avez les restes du monte-charge à munitions qui permettaient de descendre les munitions dans les poudrières et de les remonter. Ça date de 1870. Grâce à l'engagement de ses habitants, la citadelle est sortie de l'oubli et elle est en passe de retrouver sa splendeur d'antan. Prochain chantier à terminer, celui de l'église du village. Son orgue, qui date du XVIIIe siècle, est en cours de restauration en Alsace. Ce matin, Jean prend la route pour voir l'avancée des travaux. Après 4 heures de voyage,
Arrivé dans la banlieue de Strasbourg, il a rendez-vous à la manufacture d'orgue Mühlhausen avec Patrick Armand, le responsable de l'entreprise. Voilà, donc là on est en phase de remontage. Ouais. Et donc vous allez découvrir le buffet déjà remonté, pas sur la tribune. Ça va être le choc. Mais dans la salle de montage de notre atelier. Wow. La dernière fois que Jean a vu l'orgue, ce géant de 8 mètres de haut était sur le point de s'effondrer. Il est parti de Montmédy, je l'ai vu démonter, donc le bois gris, sale, plein de crasse en fait. Hein. Et là, oui, il revit là, oui. Oh, je ne reviens pas. L'orgue, depuis la Première Guerre mondiale, est resté vide de son instrument. Hein. Il avait été vidé par les Allemands, les tuyaux avaient été réemployés. Et donc, il y a eu pendant presque un siècle ce grand buffet sur sa tribune, ce buffet délabré, éventré, voilà, très sale. Et puis, oui, de le voir comme ça aujourd'hui, on se dit que ça va être fabuleux, ça va être fabuleux. La moindre petite pièce est fabriquée sur place. Et des pièces, il y en a des milliers, de toutes les formes et de toutes les matières. C'est l'instrument de musique traditionnel le plus complexe. Et c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, c'était même la machinerie la plus complexe que l'homme ait jamais pu créer, qui fait appel au vent, au mécanisme, à l'acoustique, à l'ébénisterie. Donc un des métiers les plus complets et complexes. Voilà, donc le local où on réalise les plaques de métal. Patrick en profite pour montrer à Jean les différentes facettes de ce métier d'art né au XVe siècle. L'étape la plus spectaculaire, c'est la fabrication des tuyaux d'orgue. La manufacture Mühlhausen est l'une des rares à disposer de sa propre fonderie. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5 en France à faire vivre une installation de ce type. Vous devez faire combien de plaques comme ça pour l'orgue de Montmédy? Pratiquement 1 millier, pas loin d'1 millier. Ah oui. De différentes longueurs et épaisseurs. Après avoir été fondues, les plaques de métal sont polies une par une, puis façonnées en forme de cône. Chaque étape est entièrement réalisée à la main. Pour construire un orgue, il faut compter près d'1 année. Celle-là, elle a un problème. L'orgue de Montmédy sera terminé dans quelques mois. L'occasion pour Jean et tous les habitants de la citadelle de célébrer la renaissance du village. Retour en Meuse. À 80 km au sud de Montmédy, une autre facette du patrimoine de la région, l'étang du village de La Chaussée. C'est le joyau du parc naturel de Lorraine. Créé par des moines au XIIIe siècle, il sert toujours de réserve piscicole. Chaque année en novembre, les habitants du village renouent avec une pêche traditionnelle. Tous les poissons de l'étang sont piégés dans leurs filets avant d'être acheminés le long d'un chenal jusqu'à un bassin. Parmi les participants, des bénévoles, comme Nicolas Niewodonski, un habitant de la région. Je fais ça depuis 8 ans, 7-8 ans. Et puis c'est pour l'ambiance, je suis du village. J'habite ici depuis une dizaine d'années. Donc c'est vraiment pour ça, et puis pour la nature, forcément. Ça s'est toujours pratiqué comme ça. On perpétue cette tradition. On n'a pas envie d'en changer. Même si on sait que si on amenait un tractopelle et puis qu'on évacuait des centaines de tonnes de limon, ça nous faciliterait la tâche, ça nous permettrait peut-être d'aller moins loin chercher le poisson. Le tirer du filet est une véritable fête qui réunit tout le village.
ça y est, ils arrivent. Ça y est. Tous viennent admirer la performance des pêcheurs, et certains de très loin. La coordination de tous les pêcheurs. Et le fait qu'ils font ça depuis des milliers d'années. Tous les ans. Le rythme de la vie, c'est magnifique. Et puis, il y a tant de gens qui viennent voir ça. C'est fantastique. Après plus de 2 heures d'effort, les pêcheurs arrivent en bout de parcours, sous les encouragements de la foule. C'est maintenant l'heure de vérité. Le filet est vidé petit à petit, dévoilant au public les plus belles prises de la journée. Parmi les poissons remontés à la surface, des carpes de taille impressionnante. 20,08. Elle est belle. Les poissons les plus petits seront vendus, les autres remis dans les temps. En quelques jours de pêche, 40 tonnes de poissons sont ainsi récoltés chaque année. Oh, mais il est gigantesque! Ouais. On peut le toucher? Il est beau, hein? Il est magnifique. Cette fête est l'occasion d'une rencontre entre toutes les générations. Ouais. T'appuies ici et là, il bouge plus. La première fois que je suis venu ici, c'était vraiment... C'était incroyable. Même de prendre une carte comme ça, c'était impressionnant. Donc j'imagine un peu tout ce que les petits jeunes là, ils ressentent, quoi, parce que c'est la même chose en fait. Ah, il y a des écrevisses là! Si ça pouvait rester comme ça tout le temps, ce serait... Là, on voit bien, hein. Vous voyez bien autour de vous, hein. C'est vraiment... C'est impressionnant. Ce matin à Marville, Philippe Loust prépare avec d'autres bénévoles une fête qui va se tenir dans le village. C'est un village qui est un peu oublié, voilà. Et ce genre de manifestation, on fait ça depuis 2004. On s'intéresse à Marville évidemment depuis qu'on est né, en tout cas en ce qui me concerne. Et c'est vrai, c'est bien de faire le focus sur Marville à travers des manifestations comme ça. Et puis ça plaît. C'est-à-dire que les gens, que ce soit les viticulteurs, que ce soit les visiteurs, reviennent d'une année sur l'autre, quoi. Une fois par an, les Marvillois ouvrent leur cave au public pour y faire des dégustations. C'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir les beautés cachées de Marville, ces belles caves Renaissance. Là, le crachoir. Juste à côté de chez Philippe, Nicolas Abel a la chance de posséder l'une des plus remarquables de la ville. Et cette maison-ci, qui a été détruite et reconstruite au XVIe, XVIIIe, n'a gardé de l'origine que sa cave. Mais sa cave, c'est une cave de riche. Ces pièces servaient de lieu de stockage aux marchands de l'époque. La plupart datent de la Renaissance. Les plus anciennes sont du XIIIe siècle. C'est lequel celui-ci? Pardon? C'est plutôt du lion. Jean Chevalier est venu de Montmédy pour participer à la fête. Il n'est pas très frais. Quand je viens dans cette cave-là, je pense toujours au boulot qu'ont eu les gens qui ont racheté la maison et qui ont trouvé une maison qui n'était pas encore remise en valeur et qui ont, depuis des années et des années, déblayé, refait, rénové, en respectant le patrimoine parce que rien n'a été dénaturé. Hein. On fait un bond dans le temps. Hein. On a l'impression de... Voilà, c'est voyage vers le passé. Cette année encore, les visiteurs de la région sont au rendez-vous pour admirer les belles maisons restaurées par les propriétaires de Marville. On est content de réussir ça. Voilà, on est content de réussir ça. On est content que Marville soit enfin à sa place, quoi. Et donc, je crois que c'est un boulot de longue haleine. Mais j'ai échangé avec nos amis de Montmédy
qui pensent exactement la même chose sur tout ce qu'ils réussissent à faire. Ouais, je pense que d'une façon générale, oui, c'est une action un petit peu commune, quoi, qui réussit. Quelques jours plus tard, à l'autre bout de la France, le jour se lève sur la Méditerranée. Nous sommes en plein mois d'août. Il est 5 heures du matin. Le Saint-Christophe fait route vers Porquerolles. Patrice Ledray, le capitaine, doit approvisionner les habitants en eau potable. Ce bateau est l'un des rares en France à effectuer ce type de mission. Il est de 1950. Il est encore debout. Ah, c'est un vieux monsieur. Hein. Il n'y en avait que 2 comme ça. Il y en a un qui a été découpé il y a 4 ans et lui, là, qui reste. On peut transporter jusqu'à 400 000 litres en port complet. Et on fait ça tous les jours. Deux heures plus tard, arrivé au port de Porquerolles. Ce trajet, Patrice le fait tous les jours, pendant la haute saison, car à cette époque, l'île est prise d'assaut par les touristes. En été, ce sont près de 10 000 visiteurs qui débarquent chaque jour. Sans compter le millier de bateaux stationnés le long des côtes. Tous viennent profiter de ce petit coin de paradis avec son port et son village, typiquement provençal. L'île est aussi un sanctuaire naturel, unique sur la Côte d'Azur. Ses falaises, ses hectares de pinèdes et ses plages de rêve sont protégées par le parc national de Porquerolles. Un défi pour les gardiens du parc qui se mobilisent au quotidien. Et ça commence dès le matin. Peggy Coursier-Fournial fait équipe avec Serge Moreau, le responsable du parc à Porquerolles. Leur mission, faire respecter la réglementation. Ils doivent notamment surveiller les excès de vitesse aux abords des côtes. Bonjour, police de l'environnement, parc national. 5 nœuds dans la bande des 300 mètres, même si elle n'est pas balisée, s'il vous plaît. Ah, c'est ce que je disais, je voyais plus de bouée après. Il n'y a plus de bouée, mais il y a toujours les 300 mètres. de la côte. Le plus difficile ici sur Porquerolles, c'est d'essayer de partager l'espace en fait. Hein. Un partage de l'espace entre des gens qui veulent pêcher, des gens qui veulent être tranquilles, des gens qui veulent être à la plage, des gens qui veulent... Voilà. Donc il va falloir qu'on essaye de trouver un juste équilibre entre la protection de l'espace et son partage. Un partage parfois difficile à faire respecter par les plaisanciers, surtout dans les zones entièrement interdites aux engins à moteur. Ça, c'est typique, donc des gens qui viennent avec des annexes sur la plage, alors qu'ils n'ont pas le droit de traverser. Bonjour messieurs, vous venez de traverser une zone interdite aux engins à moteur. Oui, exact. Vous avez des rames sur votre bateau. Il faut ramer. Il faut déposer le moteur sur le bateau et aller à la rame. D'accord. D'accord? Oui. S'il vous plaît. Oui, merci. Merci. Au revoir. Je demande aux personnes de sortir de la zone de baignade, en fait. Ils sont rentrés avec des grosses embarcations à moteur, c'est dangereux. Voilà, il y a des enfants, vous voyez, il y a des enfants qui se baignent. C'est super dangereux. Bonjour monsieur, police de l'environnement, parc national. Vous êtes en zone interdite aux embarcations à moteur? Non, non, non. non. Il y a des bouées jaunes, vous partez et vous allez le mettre après les bouées. Excusez-moi. S'il vous plaît, merci. Merci. Et pour les gardes du parc, c'est comme ça pendant tout l'été. Bonjour. Vous savez, pour taper du fer, on va taper des fois et des fois pour arriver à l'aplatir. Ben, nous, c'est notre métier. Donc il faut absolument qu'on fasse le rouleau compresseur et qu'on y passe tous les jours, jusqu'à temps que les gens finissent par comprendre. Parce que c'est exceptionnel, c'est magnifique et il faut qu'on conserve l'ensemble de cette richesse.
Peggy, d'origine toulonnaise, travaille pour le parc depuis 4 ans. En tant que garde, elle a le privilège d'habiter sur l'île toute l'année. On est bien ici. C'est un métier passionnant et le chemin a été un peu long pour y arriver. J'y suis, j'en profite à fond, quoi. Voilà. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un métier comme ça. Je mesure la chance que j'ai, en fait. L'après-midi, c'est sur les plages que Peggy poursuit sa tournée, accompagnée d'une autre collègue. Et là encore, elle n'a pas un instant de répit. Bonjour. Les vélos, c'est pas là, c'est là-bas. Eh bien, vous allez plus haut encore. Ici, il y a écrit interdit au vélo. Ben, s'il vous plaît. Monsieur, ça, c'est pas fait pour les vélos. Écoutez-moi. Non, pas sur ceux-là. Si on met les... Monsieur, écoutez-moi. Si on met les vélos là, après, il va y en avoir encore là, après, il va y en avoir encore là, après, il va y en avoir encore là. Là-bas, il y a un panneau interdit au vélo. C'est tout. C'est tout. Mais oui, 2 mètres, mais après, il va y en avoir à 4 mètres et à 5 mètres, monsieur. Quand tu vois ça, tu dis, ouf, ça fait trop de monde. Mais après, on ne peut pas réguler la fréquentation, empêcher les gens de se faire plaisir. C'est comme ça. Il faut que nos enfants et nos petits-enfants puissent voir tout ça. Sinon, ce sera trop tard. C'est un privilège de pouvoir venir ici. C'est vrai, hein? C'est magnifique. Donc, il faut préserver. Si aujourd'hui Porquerolles est une destination phare, l'île était quasiment tombée dans l'oubli au début du XXe siècle. Elle prend son essor en 1912, lorsque le milliardaire belge François-Joseph Fournier l'achète pour l'offrir à sa femme. Cet aventurier, qui a fait fortune au Mexique, plante des centaines d'arbres, des hectares de vignes et développe un vaste domaine agricole. En 1971, l'État rachète 80% de l'île à ses descendants pour l'intégrer au nouveau parc national de Porquerolles. Sur les anciennes terres cultivées, on crée un conservatoire botanique. Un vaste domaine destiné à sauvegarder les espèces fruitières provençales. Oliviers, pêchers, mûriers, figuiers, plus de 1000 variétés anciennes ont ainsi été sauvées. À la tête de ces collections, Jean-Paul Roger, un ingénieur agronome. Il a sillonné le sud-est de la France pendant 25 ans pour dénicher ces variétés oubliées. Des fruits aux formes parfois étonnantes. Par exemple, une figue comme celle-ci. Vous voyez l'aspect qu'elle a? C'est la bourge à saute panachée. Je suis sûr que très peu de Français ont vu des figues de cette couleur-là. Enfin, elle est bonne à manger. Hein. Et elle a une chair rouge vive. Elle est même très bonne. Jean-Paul est un ardent défenseur de la biodiversité menacée par l'agriculture intensive. J'ai vu labourer au cheval, j'ai vu fouler les vendanges au pied. Et je sais que par rapport à cette époque, il y a des sonorités, il y a des couleurs, il y a des odeurs qui ont disparu. On reviendra, on sera obligé de revenir à des façons de vivre moins destructrices. Et à ce moment-là, on sera content de retrouver un certain nombre de choses que l'on croyait perdues. Marie-Claude Cano, une habitante de l'île, a le privilège de cueillir ces figues pour en faire des confitures. Ils sont bonnes. Ils sont délicieuses. Délicieuses. Et des figues, il y en a de toutes les sortes. La collection compte près de 200 variétés différentes. De retour chez elle, Marie-Claude se lance dans la préparation des confitures à l'ancienne. Il faut d'abord enlever la fleur et le pédoncule.
Et on garde surtout la peau. Tout le goût de la figue est dans la peau. Il n'y a pas de citron, il n'y a pas de vanille, jeu de nature avec rien, de rien. Il faut écumer. Au-dessus de la confiture, il y a toujours de l'écume qui s'enlève parce que c'est le mauvais du fruit. Un petit chèvre, une petite chèvre. Pour faire découvrir ses produits, Marie-Claude a installé une petite boutique dans sa cuisine. Une adresse incontournable pour les habitués de l'île. Moi, je la connais depuis tout petit. Je connais ses enfants. Et je la connaissais ailleurs, en fait, quand j'habitais sur ailleurs. Donc, j'ai dû la connaître à peu près à l'âge de mon fils, à 11 ans, à peu près. Voilà. Donc, depuis, on revient pour en reprendre, parce que c'est vrai que c'est délicieux. Réputé pour sa faune et sa flore sauvage, Porquerolles est aussi riche d'une architecture militaire exceptionnelle. Parmi les trésors à sauvegarder, les forts, disséminés sur toute l'île. Certains ont été entièrement réhabilités, comme le Grand Langoustier. En face, sur un minuscule îlot, le Petit Langoustier attend son tour. Depuis un an, Marc et Edith Frilet ont entrepris de le remettre en état. Ces amoureux de Porquerolles ont passé leur jeunesse à naviguer aux abords de l'îlot. Mais aujourd'hui, c'est pour travailler qu'ils font la traversée entre Porquerolles et le fort. Alors ça, c'est notre itinéraire habituel. Alors ça, c'est vraiment notre métro, notre RER, tu sais, entre nos deux stations. Le couple a été choisi par le Parc national de Porquerolles pour effectuer la restauration du monument. On va arriver. Alors là, je prends tout de suite. Un véritable défi. À chaque fois, c'est l'aventure. Ah oui, non, mais c'est vrai. Même si on a l'habitude, on ne sait jamais. Par exemple, aujourd'hui, on pensait qu'il y avait calme plat, mais il y a un tout petit vent d'est. Alors, quand il y a du vent d'est, la plage n'est pas tout à fait calme. Marc doit acheminer tous les matériaux de construction, comme ces sacs de chaux, par bateau. Des conditions de travail difficiles qui n'ont pas rebuté le couple. Je les monte, parce que ça va. Construit au XVIIe siècle, le fort du Petit Langoustier est constitué d'une grosse tour ronde fortifiée. C'est là, au dernier étage, que vivaient les officiers de la garnison. C'est bon. Voilà. Marc et Edith ont commencé par réaménager cet ancien lieu de vie en petit appartement habitable avec l'aide d'un jeune artisan, compagnon du devoir. Qui a soufflé, ça se voit. Oui, ça a beaucoup soufflé. Un lieu qui servira dans quelques années de résidence à des artistes ou des scientifiques. Alors, cette pièce, en fait, c'était l'endroit où les officiers se chauffaient. Et là, c'était le four à pain. Voilà, ça, c'est vraiment... On n'y a pas touché, c'est exactement d'origine, c'est complètement dans son jus. Donc là, on va rentrer dans la première... Ça, c'est une chambre d'officier, qui, elle aussi, n'a pas bougé. Elle est telle qu'elle. On a juste un tout petit peu rechampi pour éviter que le crépi s'écroule complètement. Mais... Et surtout, regardez la vue qu'on a, extraordinaire, sur la Jaune Garde. Quand on était plus jeune, on venait ici en bateau. Donc on arrivait de Marseille avec notre voilier. Et quand on voyait la Jaune Garde, on se disait, ça y est, on est arrivé à Porquerolles. Construit à la pointe ouest de Porquerolles, sur ordre de Richelieu, le Petit Langoustier faisait partie d'un vaste système de fortification. Sa vocation, défendre la rade de Toulon.
Brûlé par les Anglais en 1793, le petit langoustier est restauré par Napoléon, puis de nouveau abandonné. Pour redonner vie à ce joyau du patrimoine porquerolais, Edith et Marc veulent remonter les murs du fort avec les pierres d'origine. Donc là, on les amène. Pas besoin d'aller bien loin, la plupart d'entre elles ont roulé au pied de la tour. Ce ne sont pas des pierres de grande qualité, mais ce sont les pierres locales. Oui, c'est ça, elles sont vraiment adaptées. C'est comme ça que le fort a été fait avec ces pierres-là. Très belles pierres. Enlève tes pieds, s'il te plaît. Oui. Voilà, ça, c'est une très très belle pierre. Elle est toute rose. C'est les pierres de... C'est des pierres qui ont été spécialement apportées de l'extérieur. Ça, c'est à peu près les seules qui étaient spécialement apportées de l'extérieur pour faire les angles, comme on voit ici. Mais elles se sont quand même pas mal fait bouffer. Tiens, Valérie. Retour à Porquerolles. En quelques minutes de bateau, Marc et Edith retrouvent leur petit paradis. Le couple habite dans le port de l'île. Ils logent dans un ancien hôtel, le Miramar, que le père d'Edith a racheté dans les années 60 avec une bande d'amis pour en faire une maison de vacances. Aujourd'hui encore, c'est le fief d'Edith et de sa famille. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand on revient au Miramar, nous, on est la deuxième génération, mais il y a notre fils, il y aura ma petite fille. Donc il y a déjà 4 générations qui habitent cette même maison depuis, ça fait 30 ans maintenant, 35 ans. Salut Marco! Ça va? Voilà, donc c'est une histoire d'amour, ça aussi. Edith connaît chaque ruelle de l'île et tous les habitants du village. Ça va bien? Je viens vous prendre une glace au café. Monsieur et Madame Pes qui sont là. Ce sont les boulangers de l'île, les anciens boulangers de l'île. Monsieur Pes, voilà. Mais c'est vrai que vous me connaissez depuis, depuis toute petite, et papa et maman. Ah oui. Voilà. Et le fort, ça marche bien? Ah ben le fort, ça avance bien. Ah, il faut que je monte. Ah oui, absolument. Mais on va arranger avec David une Ah oui, moi, visite. ça me ferait plaisir. Ah bah, avec, alors vraiment... Ça me ferait plaisir Oui. de voir ce que vous avez fait là-bas. Edith est particulièrement attachée à la beauté de ce petit village, dominé par le fort Sainte-Agathe. Construit au XVIe siècle, c'est le premier fort restauré par le parc national dans les années 80. Le fort Sainte-Agathe est l'un des sites préférés d'Edith. Sont belles ces pierres, taillées. Tout en haut de la tour d'artillerie, la vue est imprenable sur la rade de Hyères. Je trouve que c'est le symbole de Porquerolles. Dès qu'on arrive, on voit cette énorme tour. Il domine Porquerolles, il est somptueux, il est imposant. C'est un lieu très fort, très puissant. C'est le plus ancien fort de Porquerolles, édifié pour défendre les côtes provençales. L'idée n'était pas du tout de protéger les îles à proprement parler, mais véritablement de protéger le continent et la passe entre Porquerolles et le continent. On voulait surtout éviter que des escadres ennemies ne viennent se rassembler dans la rade d'Hyères, à l'abri de la presqu'île de Gien qu'on voit très bien en face, pour pouvoir préparer une attaque contre la ville de Toulon. C'est vraiment une richesse, autant en termes de paysages, de biodiversité, de diversité également de paysages, d'architecture extraordinaire. Un mois plus tard, la saison touristique est terminée. Les agents du parc profitent de l'accalmie pour livrer une nouvelle bataille. Tous les ans, pendant plusieurs jours, ils prennent la mer pour stopper la progression d'une algue tueuse, la Caulerpe taxifolia. Cette algue invasive fait l'objet d'une lutte sans merci depuis 20 ans.
Aux côtés de Serge Moreau, une dizaine de bénévoles venus du continent. Je tiens à préciser une petite chose. Donc Laurent sera au milieu de la ligne. C'est lui qui va diriger de façon... Serge se bat depuis des années contre la cholerpe. Cette peste marine a colonisé les fonds de la Méditerranée grâce à un mode de propagation ultra rapide. Bien, il suffit simplement qu'un bateau en récupère avec une ancre. Il jette son ancre ou il mouille son ancre donc dans la Posidonie ou à l'endroit où il y a la cholerpe. Il suffit qu'il en ramasse ou qu'il en coupe un bout pour que cette algue se reproduise plus loin. C'est tout simple. Voilà. Allez, go pour le premier! Pour traquer la cholerpe, les plongeurs forment sous l'eau une ligne de plusieurs mètres de long. Au fond de l'eau, l'herbier de Posidonie. C'est la principale victime de l'algue tueuse. Considérée comme le poumon de la Méditerranée, cette prairie sous-marine est un maillon essentiel de la vie aquatique. Après 10 minutes de plongée, un petit brin de cholerpe est repéré. D'origine tropicale, cette algue se reconnaît facilement. Pour l'éradiquer, Serge découpe une parcelle de terre autour de l'algue avant de l'arracher. Grâce à ces opérations d'arrachage, menées depuis 8 ans, la cholerpe est en nette régression autour de Porquerolles. Et il passe. Ça, c'est cholerpe taxifolia. Donc il suffit d'en remettre un bout dans la mer et hop, elle repart. Voilà. Il faut revenir régulièrement pour l'éradiquer complètement. Mission accomplie, vous êtes content? Bah, mission accomplie, oui. On continuera l'année prochaine. Voilà. Porquerolles n'est pas le seul paradis de l'archipel des îles d'Hyères. Ce matin, Marc et Edith font route vers l'île de Porquerolles. Sur le trajet, ils longent la côte sud de Porquerolles, où se dévoile une autre facette de l'île. Un point de vue rare, accessible uniquement en bateau. Au sud-est, le cap des Mèdes, surmonté d'un fort qui date de 1840. Là, on voit l'autre côté du fort, qui fait tout le tour. C'est magnifique. Et tout le long du rivage, des rochers qui surgissent de la mer. Ce coin, ça nous fait penser à des lieux en Bretagne qui sont également très sauvages, avec des falaises. C'est exactement le contraste de Porquerolles. D'un côté, c'est un peu la Polynésie, et de l'autre côté, c'est la dureté des rochers bruts. Et ça monte quand même à 140 mètres, les petites montagnes de Porquerolles. Une heure plus tard, arrivé à Porquerolles, l'autre perle de la région. Encore plus sauvage que Porquerolles, l'île est très peu urbanisée. Le port est la seule zone peuplée, avec une vingtaine d'habitants à l'année. Niché dans un écrin de verdure, voici le manoir. Ancienne résidence des propriétaires de l'île, il a été aménagé en pension dans les années 30. Une étape hors du temps qui a gardé intact son charme authentique. Avant, bien antérieurement aux Henry, il y avait déjà... Pierre Buffet est le propriétaire du manoir. C'est sa grande-tante qui avait racheté l'édifice en 1921.
Aujourd'hui, c'est toujours un lieu très recherché pour son cadre exceptionnel. On trouve ici assez facilement une réunion de choses difficiles sur la côte. D'abord que la nature est plus forte que l'homme encore, ce qui devient rare, même dans les palaces, n'est-ce pas? Vous avez soit l'autoroute qui passe derrière, soit des murailles sur le côté pour aller sur la plage. Et puis, les gens se sentent chez eux. C'est ça qui, à mon avis, est le plus important. C'est dans l'entre-deux-guerres que Porquerolles est devenu le repère d'artistes et d'écrivains célèbres, comme Jean Paulhan, directeur de la Nouvelle Revue Française. Autres amoureux de l'île, le poète Supervielle, mais aussi Malraux et Gide. À cette époque, il faut emprunter une barque pour arriver sur l'île. Mais avant de devenir un paradis, l'île de Porquerolles était un site mal aimé, qui a même abrité une usine polluante. Marc et Edith ont rendez-vous avec Hervé Bergère, le responsable du parc national sur l'île. Il va leur montrer les restes de cette ancienne usine de soude, construite en 1817. Pendant une trentaine d'années, elle a produit beaucoup de produits de matières premières pour fabriquer le savon de Marseille. Et là, vous avez encore les dernières traces donc de murs. L'usine a employé jusqu'à 150 personnes. Pour fonctionner, tous les matériaux étaient à disposition. Les arbres, utilisés comme combustible, et l'eau acheminée par un aqueduc qui a résisté au temps. Donc là, on est en contrebas de l'aqueduc qui permettait de transporter l'eau jusqu'à l'usine de soude. Et cet aqueduc permet de passer le Talweg. Donc le Talweg, c'est les deux pentes qui se rejoignent pour faire une petite vallée. Donc pour éviter d'aller au fond de la vallée et de ne pas pouvoir remonter, ils ont fait cet aqueduc. L'usine a fonctionné pendant 30 ans, avant d'être envahie par la végétation. Protégée comme parc national depuis 1963, l'ensemble de l'île a vu sa forêt repousser. Partout, arbres et maquis ont repris leurs droits. Aujourd'hui, Porquerolles est la plus boisée des îles d'Hyères. Porquerolles est l'exemple type de la préservation totale d'un paysage. On est un peu considéré comme un des derniers lieux où la forêt évolue naturellement. Et puis les gens, ils se ressourcent. Là, vous ne sentez pas la force de la nature avec les arbres. Là. On sent qu'on se régénère en forêt. Et c'est le cas ici, quoi. Porquerolles m'a toujours fasciné. Et là, chaque fois qu'on arrive à Porquerolles, on découvre presque à chaque fois quelque chose de nouveau. Ça, ce qu'on voit ici, c'est une perle. La nature est partout autour. C'est un petit diamant pour Porquerolles, c'est extraordinaire. Porquerolles est aussi réputé pour ses fonds marins. On y vient du monde entier pour observer une faune et une flore d'une richesse exceptionnelle. Direction la Gabinière, ce petit îlot au sud-est de Porquerolles. C'est le plus beau spot de la réserve. Florent Beau est plongeur. Il va guider un groupe de visiteurs dans cette réserve naturelle protégée. Cette richesse sous-marine. Une descente sans bouteille, avec certaines règles à respecter. Entre autres, on demande aux plongeurs de faire attention avec leurs palmes, de ne pas racler le fond, de ne pas se mettre debout sur les rochers, parce qu'il y a toute une faune et une flore fixée, donc de ne pas l'abîmer. Donc, on est là pour faire de la découverte en palmasque tuba, donc on va rester allongé. Une autre chose importante, c'est qu'on ne ramènera rien, on ne touchera rien de ce qu'il y a au fond. Voilà. Bon, on va passer au matériel. Allez, on s'équipe. Patrick va vous donner les combinaisons. Lève la tête comme ça. C'est un site qui a été spécialement aménagé pour la plongée. Il y a des différentes bouées qui permettent au bateau de s'amarrer sans avoir à jeter l'ancre. Donc ça permet de préserver les fonds. La plupart des participants plongent pour la première fois. Tu m'as mis à l'envers, c'est ça?
Merci beaucoup. Non, pas la main. Merci. Voilà. Et voilà. Là, il a l'air méchant, hein, j'y vais pas. Bon, je crois que je vais rester là. Hein. Faut pas les toucher, ces petits. Elle est bonne? Ah, si, elle est bonne. Pas besoin de descendre profondément pour en avoir plein les yeux. Près de 25 espèces de poissons s'épanouissent ici, comme le mérou, menacé d'extinction il y a encore quelques années. Parmi les merveilles que l'on peut admirer, les gracieuses murènes ou les nudibranches, ces limaces de mer bariolées. On peut aussi croiser des bancs de barracuda en plein balai aquatique. Ça te fait pas mal? C'était bien. C'était bien. Donc tu viens des routes au son. Ouais, non, ils sont là, mais... C'est magnifique. On s'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir au fond. C'est inexplicable. Beaucoup plus au large, les fonds de l'archipel réservent d'autres surprises. Dans ces eaux profondes vivent des géants des mers, les baleines. Frédéric Larrey et Thomas Roger sont deux photographes professionnels. Ils ont obtenu l'autorisation exceptionnelle de plonger avec ces cétacés pour un livre qu'ils préparent sur les animaux marins de Méditerranée. Après une heure de quête, ils trouvent enfin ce qu'ils cherchent. Elle est là-bas, tiens. Elle est là-bas, ouais. Elle est à 150 mètres de nous. Allez, action. Devant eux, un rorqual commun. Bouge pas, attention. Je viens de voir l'animal maintenant. On suit le rebord, là, tous les tombants. Les deux photographes essayent de s'approcher au plus près de la baleine. Mais à peine a-t-elle repris son souffle qu'elle replonge vers les profondeurs. C'est bon. Il faut donc guetter à nouveau. Il faudrait qu'on avance un peu plus à droite, là. Elle nous a entendu, elle nous a vu. Elle dépasse un peu. Vas-y, avance, hein, encore. Encore. Donc on est là. Hein. Tu avances un petit peu. Dépasse là un peu. Elle dépasse un peu. Ouais. C'est une partie de cache-cache un peu. Elle reste très peu en surface, donc on essaye de regarder sa trajectoire. Et voilà, de se rapprocher le plus possible. En fait, on se met un petit peu sur sa trajectoire, on arrête avant. Et on finit à la palme dans sa direction pour essayer de provoquer la rencontre. Là, on sait qu'elle est pas loin, là, elle est juste devant nous. Elle est là. Voilà. Bougez pas, c'est bon. Allez, on coupe tout. Allez, la palme. Pour la première fois, Frédéric et Thomas vont s'approcher à moins d'1 mètre. Une rencontre rarissime.
Là, c'est magique, là. C'est la première fois qu'on la voit aussi bien. Elle est arrivée de face, elle a pas dévié, donc on a eu vraiment toute la gueule fuselée qui est passée devant nous, c'était exceptionnel. Le fait qu'elles soient un peu méconnues, ça les rend un peu mystérieuses, un peu mythiques. Et c'est justement l'objet de notre projet photographique, c'est de casser un petit peu le mythe justement, et pour faire place à plus de familiarité, de connaissances face à ces les deuxièmes plus grands animaux de la planète en fait. Depuis le début de leur projet, Thomas et Frédéric ont réussi à approcher une quarantaine d'animaux marins différents. Avec leurs photos, ils espèrent contribuer à la défense de ces espèces en danger et faire partager les beautés cachées de la Méditerranée.